Bien, bonjour à tous pour ce deuxième cours de la série Le temps et les événements en informatique. Donc ce deuxième cours, c'est un de mes cours préférés, parmi mes cours préférés. C'est quelque chose qui est peu connu, mais qui est, je pense, absolument magnifique et qui a beaucoup encore de travail à faire pour ceux que ça intéresse. Alors, ce n'est pas du tout de moi, c'est essentiellement de Jean Vuillemin, qui avait parlé ici l'année dernière, il y a 3 ans, de circuits arithmétiques. Et il reprend la théorie et la pratique de Jean Vuillemin, qui était à l'époque à Digital Equipment, en 1989, et ensuite qui est passé à Polytechnique et à l'ENS. Et le papier s'appelle On Circuit and Numbers. Il est paru dans IEEE Translation of Computers. Et c'est vraiment un papier très intéressant, très séminal, très original. Et je vais vous raconter cette très belle histoire. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de nombres deux-adiques et de circuits. Alors, les nombres deux-adiques, c'est quoi? Eh bien, au début du XXe siècle, Hensel s'est posé la question, est-ce que les réels, vous savez, les réels, c'est une complétion des rationnels, c'est comme ça que ça est défini, est-ce que les réels, c'est la seule complétion des rationnels? Et il a trouvé que non, et qu'on pouvait faire des corps complets au-dessus des rationnels de façon complètement différente. Au lieu d'écrire les nombres comme on écrit chez les réels, des poids forts d'abord, 3,141592, les poids décroissent au fur et à mesure de la lecture, on les écrit dans l'autre sens, on les écrit poids faibles d'abord. Donc c'est complètement le dual des réels. On va écrire des nombres poids faibles d'abord, et on va travailler avec ça, et infini. Alors bon, ça paraît très bizarre, en fait c'est une structure qui est complètement différente de celle des réels. Et dans un livre de 1989, Alain Kohn et Jean-Pierre Changeux, dans un livre d'entretien entre eux qui s'appelle Matière à penser, que j'ai ici, Alain Kohn, qui connaît très très bien les nombres de Hadik, bien plus que moi, P Hadik, a dit la chose suivante. On connaît la droite réelle qui sert de support à la physique, mais il y a aussi ces corps très étranges qu'on appelle P Hadik. Pour le moment, jamais ils n'ont servi à résoudre un seul problème de physique. Mais ils existent et ils sont paramétrés par un nombre premier, de sorte qu'à chaque nombre premier correspond un corps p-adique. Nous, ça va être 2, vous allez comprendre pourquoi. On peut faire des calculs avec des nombres comme les nombres p-adiques, mais tout se passe comme si, au lieu de calculer de gauche à droite, on calculait de droite à gauche. La notion de taille ou de grandeur d'un nombre ne correspond plus à la notion ordinaire. Ces calculs peuvent être effectués par un ordinateur aussi bien que par le cerveau humain, mais il est difficile de trouver un modèle physique simple qui serve d'imagerie mentale à ces calculs. Je pense que les possibilités d'adaptation du cerveau lui permettent justement de développer une intuition qui ne provient pas de la réalité physique, mais qui est adaptée au domaine mathématiquement posé. Donc Alain Kohn dit, les réels, on comprend le rapport avec la physique, mais les deux-adiques, les p-adiques, on ne comprend pas le rapport avec la physique. Eh bien, on va voir que cet exposé, c'est justement montrer le rapport entre les p-adiques et la physique. Ce que montre Jean Vuillemin, c'est que les entiers deux-adiques, c'est le bon modèle des circuits arithmétiques en particulier. Et donc, en fait, ce que nous allons faire, c'est créer la physique de ces nombres. Ce n'est pas une physique de la nature, il n'y a pas de circuit dans la nature, mais on va créer la physique de ces nombres étonnants et merveilleusement beaux. Alors, pourquoi les deux-adiques? Parce qu'ils ont une vertu par rapport aux 3-adiques ou aux 5-adiques, c'est qu'ils vont unifier l'arithmétique calculable et la logique booléenne. Ça, c'est vraiment leur particularité. Alors, regardons un peu ce que c'est, ces nombres. Alors, c'est des nombres infinis, c'est des suites de bits infinis, x0, x1, x2, qu'on va écrire poids faibles d'abord. Mais on les écrit, contrairement à ce que disait Alain Kohn là, qui les écrit d'habitude dans l'autre sens, comme d'habitude, nous, on va les écrire à l'envers, parce que c'est plus commode d'avoir l'infini à droite. Et il y a un petit 2 devant pour montrer le sens de la lecture. Donc, x0, c'est le poids faible, x1, c'est le poids après, la dizaine en binaire, et la centaine. Et puis les opérations d'addition et de multiplication, c'est celles de l'école. C'est exactement, pour additionner deux nombres, vous partez des poids faibles et puis vous allez jusqu'à l'infini. Pour multiplier deux nombres, vous partez des poids faibles et vous allez jusqu'à l'infini. Ça ne pose pas de problème. Alors pour ceux qui connaissent C, par exemple, c'est la même chose que les unsigned infinis. Alors, en voici quelques-uns. Donc le nombre 0, il s'écrit 0, 0, 0, 0, et on l'écrit 0 entre parenthèses pour montrer que c'est un nombre périodique de période 0. De période 1, pardon. La période, c'est le chiffre 0. Le nombre 1, c'est comme d'habitude, c'est 1, 0, 0. Il faut juste s'habituer à ce que c'est écrit dans l'autre sens. C'est 1, 0, 0. Le nombre moins 1, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Le complément à 2 infini du nombre 1. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça, c'est moins 1? Vous faites 1 plus moins 1. Ça fait 1 plus 1 égale 0 et je retiens 1. 1 plus 1 égale 0 et je retiens 1.
et tous les 1 s'en vont. Et à la fin, si vous faites 1 plus moins 1, vous avez 0. Et ça, c'est la définition de moins 1. Moins 1, c'est le nombre qui satisfait 1 plus moins 1 égale 0. Donc nous sommes dans un anneau. 2, eh bien 2, c'est 0, 1, 0, 0, exactement comme d'habitude, mais écrit à l'envers. Moins 2, ben, c'est 0, 1, 1, 1, 1, c'est celui qui a... Alors on peut le voir de deux façons. Hein. C'est 2 fois moins 1, donc pour multiplier par 2, on met un 0 devant, c'est comme d'habitude ça. Ou alors quand on l'ajoute à 2, ça fait 0, pour la même raison, quand on ajoute moins 1 à 1, ça fait 0. Donc ces nombres, c'est juste ça. C'est des unsigned infinis, écrits dans l'autre sens, mais l'écriture, ce n'est pas un problème. Alors regardons d'autres nombres un peu plus amusants. Par exemple, le nombre 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est son développement d-adique. Rien à voir avec le développement décimal. Hein. Donc le poids faible, c'est ce 1. Alors, donc c'est un nombre périodique qui a une période 1, 0. Alors ce qu'on va faire, c'est couper en deux. On va extraire la première période. On va dire que ce nombre, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, etc., plus 0, 0, 1, 0, 1, 0. Là, j'ai rien fait. De toute façon, on ne va rien faire dans tout ce cours. C'est ça qui est merveilleux. On va travailler un petit peu par moment. Donc si je le regarde comme ça, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que ce nombre-là, c'est 1. Et ce nombre-là, c'est 4 fois le nombre de départ, puisque j'ai mis 2 zéros. C'est multiplié par 4, hein, multiplié par 100 en décimale. Donc x est égal à 1 plus 4x, et donc x est égal à moins 1 tiers. Il n'y a pas le choix. Bien. Alors si vous prenez l'autre, vous prenez 0,1, 0,1, 0,1, etc., eh bien vous avez x égale moins 2 tiers. Alors vous pouvez le voir de deux façons. Eh bien, c'est comme il y a un 0 devant, c'est le même avec un 0 devant, c'est le même que x avec un 0 devant, donc c'est 2x, donc moins 1 tiers fois 2, ça fait moins 2 tiers. Ou alors vous regardez que si vous les additionnez, ça fait moins 1, et là ça fait moins 1 trivialement parce qu'il n'y a que un 0 ou 1, donc il n'y a jamais de retenue, donc on finit rien qu'avec des 1. Donc voilà, ça c'est le nombre moins 2 tiers. Alors, comme ça, vous pouvez faire tous les nombres qui ont un dénominateur impair, puis on va voir que vous ne pouvez pas faire les nombres qui ont un dénominateur pair dans l'anneau. Alors voilà, P sur Q pour des entiers existe si et seulement si Q est impair. Alors pourquoi est-ce qu'un demi n'existe pas? Mais si un demi existait, son premier bit, il s'appellerait x, et son premier bit serait x0. Mais comme l'addition, ça commence par additionner les premiers bits, x0 plus x0, ça ne peut jamais faire 1. Hein, c'est soit 0 plus 0 égale 0, soit 1 plus 1 égale 0. Donc il n'y a pas de 1,5. Il faut faire le corps, il faut mettre des points fractionnaires, mais ça, on n'en a pas besoin, on ne va pas le faire. Bon. Alors, très différent, vous allez voir à quel point cette structure-là, qui est le corps complet au-dessus de Q autre que les réels, est très, très, très différent des nombres réels. Première chose, il n'y a pas d'ordre. On ne peut pas ordonner les nombres d-adiques, comme on ordonne les entiers. Dans les entiers, on fait des intervalles, on a un ordre, on a des connexités, on a tout ça. On n'a pas ça dans les nombres d-adiques. Il n'y a pas d'ordre qui soit compatible avec les opérations. On ne peut pas écrire que moins 1 est plus petit que 0, plus petit que 1. Ça, on ne peut pas l'écrire. Ensuite, contrairement au réel, les d-adiques, c'est une décomposition unique. On n'a pas 0,99999 égale 1,000. Ça, c'est tout à fait important. Et puis les d-adiques, on peut les voir autrement. On peut les voir comme la fonction caractéristique d'un ensemble. Par exemple, si vous prenez moins 1 tiers, vous dites, je vais prendre un ensemble. Alors, si je vois un 1 à la position n, ça veut dire que n est dans l'ensemble. Donc là, je dis 0 est dans l'ensemble, 1 n'est pas dans l'ensemble, 2 est dans l'ensemble, 3 n'est pas dans l'ensemble, 4 est dans l'ensemble, 5 n'est pas dans l'ensemble. Donc ce nombre moins 1 tiers, qu'est-ce qu'il dénote? Il dénote l'ensemble des nombres pairs. C'est comme ça. Et moins 2 tiers, c'est l'ensemble des nombres impairs. Donc on va pouvoir jouer à mélanger la logique et l'arithmétique. Et vous verrez quand on parlera du compilateur SRL à quel point c'est important. Alors, les opérations booléennes sont faites point par point, donc x et y, x ou y et non x, c'est comme en C. Le énième bit de x et y, c'est le et des énièmes bits de x et du énième bit de y. Rien de spécial. Ah, mais là, il y a quelque chose de très fondamental. Une relation qui relie l'arithmétique et la logique, et qui est x plus non x égale moins 1. Cette relation-là est complètement centrale, elle est triviale. Vous prenez x ici, non x, c'est simplement changer les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc quand vous faites l'addition, vous faites toujours 1 plus 0 ou 0 plus 1. Donc vous terminez qu'avec des 1, et cet objet-là, c'est moins 1. Donc vous voyez, il y a une relation qui n'existe pas dans les 3-adiques, etc., entre la logique et l'arithmétique. Et comme les circuits, c'est fait avec de la logique pour faire de l'arithmétique, ça va nous servir de façon massive.
Alors, par ailleurs, dans les réels, il y a une distance. Vous savez tous ce que c'est que la distance entre deux nombres réels, la norme d'un nombre réel. Dans les duadiques, il y a une distance aussi, mais ce n'est pas du tout la même. Elle est très simple, elle est bien plus simple que dans les réels. Deux nombres égaux ont une distance de 0, ça c'est normal. Maintenant, si vous voulez comparer x et y, savoir à quelle distance ils sont, vous regardez leur plus long préfixe commun. Et puis vous prenez 2 puissance moins la longueur de ce préfixe commun. 1 sur 2 puissance la longueur de ce préfixe commun. S'ils ont un préfixe commun de longueur 0, ils sont à distance 1. S'ils ont un préfixe commun de longueur 1, ils sont à distance 1,5, 1 quart, etc. Par exemple, ces deux nombres-là, ils ont un préfixe commun de longueur 3, donc ils sont à distance 1/8. Alors je l'écris autrement ici, on prend le plus petit bit différent et on enlève 1, c'est-à-dire 2 puissance moins n, si le premier bit différent est à l'ordre n plus 1. Donc cette distance-là nous dit simplement que plus des nombres ont une partie commune au départ, plus ils sont proches, et que leur distance décroît extraordinairement vite, elle est divisée par 2 à chaque bit commun. Ça fait que ce n'est pas du tout comme les réels, hein, c'est ce qu'on appelle un espace ultramétrique. Vous vous rappelez l'inégalité triangulaire dans n'importe quelle distance, mais en particulier dans les réels, c'est d de x et de z inférieur à d de xy plus d de yz. Ici, c'est beaucoup plus fort. Ce qu'on appelle ultramétrique, c'est d de x et z inférieur ou égal au maximum des deux, pas seulement à la somme, ce qui donne des tas de propriétés. Hein, l'uniformité continue, c'est la même chose que la continuité, etc. Alors, comment ça se voit, ça? Vous prenez x, y, z. Alors, il faut comparer leurs parties communes. Alors, on va prendre y au centre et on va dire comparer x, y. Donc, ils ont ça en commun, puis ça, après, c'est différent. Si vous prenez y, z, ils ont ça en commun et après, c'est différent. OK. Bon, mais dans ce cas-là, ça veut dire que y et z, ils sont égaux jusque-là. Donc, si x est différent de y en ce point-là, il est aussi différent de z en ce point-là. Et donc, tout simplement, la distance de x et z, c'est exactement la même que la distance de x et y. J'ai pris dans un sens, ça pourrait être symétrique. Donc cette distance est extrêmement contraignante, extrêmement forte, et elle n'a rien à voir avec celle de nombre réel, surtout qu'elle n'a aucun rapport avec l'ordre. Alors, c'est même égal au min, en fait. C'est la distance de x et z, c'est le min de x et y, y et z. Et vous allez voir que ça, ce n'est pas anodin du tout. Alors, quand on dit, alors là, on va faire un petit peu de topologie, ça ne va pas durer longtemps, mais c'est pour vous montrer que ça sert. Quand on dit topologie, distance, on parle d'ouvert, des bases d'ouvert. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ouvert? C'est simplement un préfixe fini. Un ouvert, une base d'ouvert, c'est un préfixe fini, et on prend tout ce qui continue ce préfixe. Par exemple, si vous prenez le préfixe 1, 0, 0, 1, 0, eh bien, l'ouvert associé à ça, c'est vous prenez le préfixe, et puis vous prenez tous les nombres plus grands. Tous les nombres qui continuent ce nombre. Ça fait des ouverts. Et alors là, c'est complètement différent des réels, parce que l'espace en question, en fonction du lemme de Zorn, pour ceux qui s'en rappellent, il est compact. Et compact, ça veut dire que, je vous rappelle, que si vous faites un recouvrement par une infinité d'ouverts, vous pouvez toujours en extraire un sous-recouvrement fini. On ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais vous allez voir que ça sert. Alors voilà, donc on a notre espace bizarre, bien plus simple que les réels, des suites infinies, des ouverts qui sont des cônes comme ça, et puis cette distance, et puis pas d'ordre. Alors maintenant, on va regarder les notions fondamentales de maths associées à n'importe quelle topologie ou métrique, et on va voir qu'elles sont extrêmement pertinentes pour les circuits. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Fonction continue, vous prenez la définition dans n'importe quel bouquin de fonction continue, ça vous dira ça. Ça vous dira que vous pouvez démontrer très facilement ce lemme en fonction de la distance. La fonction est continue si et seulement si un bit de sortie ne dépend que d'un nombre fini de bits d'entrée. C'est-à-dire qu'une fonction continue, c'est le bit n ne dépend que de x0, xm, m pouvant être quelconque. Il peut être plus petit que n, plus petit, égal, n'importe. Ça, c'est une fonction continue. Ça préserve la finitude de l'information. Il est évident que les circuits font ça. Donc les circuits sont continus. La continuité, de ce type-là, on l'a déjà vu dans le cours sur le lambda calcul il y a 3 ans, où la continuité de Scott était aussi la préservation de la finitude de l'information. Donc c'est très important de savoir que quand on parle d'informations finies, ce sont des propriétés de nature topologique ou métrique. Bien, alors il y a plus, parce que des fonctions continues, vous allez voir qu'il y en a trop pour nous, pour l'instant. Alors on va faire ce qu'on appelle les fonctions synchrones. Une fonction synchrone, c'est quelque chose qu'on peut calculer par un circuit. Et ce qu'on peut calculer par un circuit a une entrée, une sortie, un circuit synchrone.
dans un circuit synchrone, vous avez des portes E et des portes OU, et puis vous avez des registres, des points mémoire. Et si vous n'étiez pas à l'inaugural, je vous rappelle ce que c'est qu'un registre. Un registre, c'est simplement une chose qui va être gouvernée par une horloge. On va lui rentrer dedans x0, x1, xn, une suite de bits, et puis il va ressortir 0, x0, x1, xn. Ça veut dire que c'est un décaleur, c'est un point mémoire, il prend un retard de un coup. L'horloge bat, tic, 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 et le registre va décaler les valeurs dans le temps. Tous les circuits, pratiquement, à l'heure actuelle, sont faits avec des portes combinatoires et des registres. OK? Bien. Alors, une fonction synchrone, c'est une fonction qu'on peut fabriquer avec un bidule comme ça, un circuit. Donc, toutes les fonctions que vous avez dans la poche, à peu près, sont des fonctions synchrones. Le fait d'avoir plusieurs arguments, ça ne change pas grand-chose. Alors, ce circuit, je vais l'autoriser à être de mémoire infinie. On travaille avec des nombres infinis, ce n'est pas du tout gênant de travailler avec des circuits infinis, c'est même extrêmement pratique parce que grâce à la continuité, on va pouvoir se ramener au cas fini quand on souhaite. Alors, il y a un théorème, qui est le grand théorème de Vuillemin, qui est un théorème difficile. Enfin, difficile, on va le montrer. Il n'est pas difficile, il est malin. Une fonction des deux adiques dans les deux adiques est synchrone si et seulement si f de xn ne dépend que des n premiers bits. Ça veut dire, pour avoir un bit de sortie, vous n'avez pas besoin de lire l'entrée plus loin que votre rang de bits de sortie. Alors, il est évident que les circuits font ça, parce qu'un circuit, vous mettez n bits, il vous sort n bits, c'est pas faire autre chose. À chaque coup de clock, à chaque coup d'horloge, il vous sort un bit. Vous rentrez un bit, vous sortez un bit. Donc, les circuits sont tous comme ça. Ce qui n'est pas du tout évident, c'est qu'une fonction contractante au sens de la distance soit forcément réalisable par un circuit. Ça, c'est très fort, parce que ça nous dit que les fonctions des circuits sont des vrais objets mathématiques intéressants et pas seulement des trucs calculables par un circuit, quoi. Et donc, vous allez voir que ce n'est pas si facile. D'accord ? Donc, le seulement si est trivial, puisque ça dit qu'un circuit a cette propriété, qui ne sort pas plus de sorties qu'on a mis de données. Mais on va voir l'inverse, et on va voir la diapo, j'ai oublié de mettre le numéro, il sera dans les diapos publiés. On va voir avec la construction qui s'appelle Sequential Decision Diagram, on va voir comment on fait ça. Bien, alors il y a des circuits encore plus intéressants, qui sont, enfin pas encore plus, intéressants pour d'autres raisons, qui s'appellent les circuits de Moore, qui sont très très fréquents dans les vrais circuits. Et un circuit de Moore, c'est dire qu'il y a forcément, on ne peut jamais aller d'une entrée directe à une sortie. On passe forcément par un retard. Et pourquoi on utilise ces circuits de Moore? Parce que quand on les assemble, quand on les compose, ça ne pose pas de problème. Et on peut calculer les chemins critiques assez facilement, c'est-à-dire la vitesse du circuit assez facilement, et ça ne pose pas de problème. Si on n'a pas ça, ça peut être beaucoup plus compliqué, et il faut par exemple toute la théorie qu'on a faite la dernière fois des circuits avec des cycles. Et ça, on essaye de l'éviter quand on fabrique des vrais circuits, parce que c'est un peu compliqué pour les besoins. Donc un circuit de Moore, c'est exactement ça. Et, bon, en général, c'est à la sortie, les registres, mais pas toujours. Une fonction f va être dite strictement contractante si l'inégalité, au lieu d'être large, est stricte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour sortir n bits à la sortie, vous n'avez besoin que de n-1 bit à l'entrée. Eh bien, ça, c'est exactement la même chose que dans un circuit de Moore. C'est assez normal, puisque le premier bit, il vient du registre. D'accord? Donc, il n'y a que n-1 bit d'entrée qui influence les n bits de sortie. Le premier bit, enfin, c'est décalé. Un registre étant un décaleur, ça fait ça. Donc ça, c'est assez simple. Maintenant, ça a une conséquence assez rigolote. C'est que si vous regardez la littérature, dans toute la littérature, il est marqué, quand tous les fils sont coupés par des registres, on a tout à fait le droit de reboucler les sorties sur les entrées. Donc ça, c'est marqué partout. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Hop. Et ça marche. Ça ne fait pas de problème. Et on utilise ça tout le temps. Et évidemment, ce que ça fait, c'est que ça résout l'équation f de x égale x, qui est une équation de point fixe. Alors, ce qui est plus rigolo, c'est de regarder comment les gens prouvent ça. En général, ils ne le font pas. Ils font des gesticulations, ils écrivent des phrases, etc., mais ils ne le prouvent pas. Alors que la preuve de ça, avec le matériau qu'on vient d'avoir, elle est triviale. C'est la chose suivante. Nous savons qu'un circuit de Moore, ça vérifie ça. D de f de x, f de y est inférieur à d de xy. Mais rappelez-vous que la distance, ça divise par 2 à chaque fois.
Donc quand on est strictement inférieur, c'est qu'on est au pire 1,5. Donc on est inférieur à 0,6 fois d de xy. Ah, et là, ça devrait revenir dans votre scolarité, devrait vous revenir dans la tête pour dire qu'il y a un théorème fondamental de la topologie et de la métrique qui s'appelle le théorème de Banach, qui dit, ça c'est ce qu'on appelle une condition de Lifshitz, c'est-à-dire la distance décroît avec un coefficient multiplicateur qui est strictement inférieur à 1. Et dans ce cas-là, le théorème de Banach dit toute fonction lifshitzienne sur un compact a un point fixe unique. Or, notre espace est compact, la fonction est lifshitzienne, donc ça veut dire que f de x égale x n'a qu'une seule solution, ça veut dire que vous avez le droit de reboucler. Je trouve ça très intéressant de comprendre que ce qu'on appelle des Folks-théorèmes, des connaissances, sont en fait des trucs connus depuis super longtemps, de topologie et de métrique. Bon. Donc, je vais vous montrer que ça servait quand même à quelque chose, mais maintenant on va fabriquer les circuits parce que c'est ça qu'on veut faire. Alors regardons l'additionneur dans l'espace. Ici, on prend les bits et on met un fil par bit et on met une infinité de bits. Okay ? Alors, il est bien, quelle est son équation? Ici, on met la retenue entrant de 0 et on sort la somme. Quelle est l'équation de quelle est la définition de ce circuit? C'est très simple, c'est S égale A plus B. Alors, en marron, ce sera toujours les opérations deux-adiques. Donc, S égale A plus B, c'est ça qu'il calcule. Ni plus ni moins, il n'y a pas besoin de lui donner une autre définition que ça. Et ce que j'aimerais bien dire, si j'avais un bon compilateur, problème ouvert à faire, c'est S égale A plus B dans l'espace, débrouille-toi. Alors il a un inconvénient de ce circuit, évidemment, c'est qu'il a un chemin critique infini. Donc il a quand même quelques petits inconvénients, on va faire mieux, mais vous voyez qu'il est S0, S1, dans le temps, ils sortent un peu après les autres. Donc bon, ignorons-le pour l'instant, rappelons-nous simplement que S égale A plus B, c'est simplement la définition de ce circuit. Et vous allez voir que tous les autres circuits qu'on va faire, quasiment, leur définition, ce sera aussi S égale A plus B. C'est normal, ce qu'on veut faire, c'est une addition. Arrêtons de parler au niveau du bit, parlons au niveau du deux-adique. Alors, la continuité nous dit justement que cette fonction est continue et que pour produire n plus 1 bits de sortie, il suffit de n bits d'entrée de chaque... non, c'est n plus 1 d'ailleurs, j'ai écrit une bêtise, là c'est n bits d'entrée, n bits de sortie. Désolé de la bêtise. Donc ce circuit, on peut par continuité le couper où on veut et en fait travailler modulo. C'est-à-dire si on travaille dans les deux-adiques modulo de puissance n, eh bien on dit que la somme modulo de puissance n, c'est égal à A modulo de puissance n plus B modulo de puissance n. Désolé du n plus 1, c'est fatigue d'hier soir. Bon, alors maintenant, on va faire beaucoup mieux. On va regarder notre additionneur de base. Notre additionneur de base, on l'a déjà montré plein de fois, c'est celui-là. Un ou exclusif pour la somme et une majorité pour les retenues. Équation comme ça. Ces équations ne nous disent rien sur les nombres. Elles ne parlent pas de nombres. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Ce circuit-là, je vais le dessiner, à partir de maintenant, il va être dessiné comme ça, plus plus. Et qu'est-ce qu'il définit, ce circuit? Eh bien, en fait, ce circuit, il résout une équation dans les nombres deux-adiques. Et l'équation qu'il résout est très simple, c'est A plus B plus C égale S plus 2R. Et ça, c'est exactement ce que vous faites quand vous faites une addition. Quand vous faites une addition, vous calculez A plus B plus C, enfin vous prenez ABC, vous les mettez en ligne, vous calculez les sommes, vous calculez les retenues, vous décalez les retenues d'un cran et vous additionnez les sommes aux retenues. C'est comme ça qu'on apprend aux gamins à faire l'addition. OK ? Il n'y a rien de spécial, c'est l'addition normale. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que ce circuit-là, ce qu'il fait, c'est, étant donné ABC, il trouve la solution unique en SR de l'équation A plus B plus C égale S plus 2R. Notre circuit est passé de l'état de logique combinatoire à l'état de nombre. On n'a plus besoin de savoir qu'il y a des et, des ou exclusifs, quelle que soit la façon dont vous le faites. Ça, c'est pas très malin pour faire un additionneur. Quelle que soit la façon dont vous le faites, avec des mux, avec n'importe quelle façon de faire, ce qu'il fait, c'est A plus B plus C égale S plus 2R. Voilà la spec du circuit. Très bien. Alors maintenant, regardons ça. Un peu plus loin, deux opérateurs en plus. Celui-là, on vient de le faire. Le registre. Le registre, on a dit, tout ce qu'il fait, c'est de rajouter un 0 devant dans les bits. Donc dans les nombres, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie par 2. Puisque ajouter un 0 devant, c'est simplement multiplier par 2.
Un autre qui va nous servir bien, c'est ce qu'on appelle le registre Mickey, en l'honneur de ces deux grandes oreilles. Ça veut dire qu'on met une négation de chaque côté. Alors, ça fait quoi, ça? Eh bien, au départ, il y a 0 dans le registre, donc il est nié, il sort 1. Et puis après, tous les bits sont niés 2 fois, une fois à l'entrée, une fois à la sortie. Quand on nie 2 fois quelque chose, ça ne change pas. Donc tout ce qu'il fait, c'est rendre 1, x0, x1, xn. Et la fonction qu'il calcule, c'est 1 plus 2x. Puisque la seule différence entre ça et ça, c'est le 1 de devant. Donc, encore une fois, nos registres sont devenus des opérateurs de nombres et pas des opérateurs de bits. Et vous allez voir la puissance de ça. Regardons par exemple l'additionneur sériel que j'ai longuement commenté dans la leçon inaugurale. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il prend AB, on va passer les bits dans le temps cette fois-ci. On va mettre d'abord à 0B0, au coup de clock d'après à 1B1, au coup d'horloge d'après à 2B2, etc. Et qu'est-ce qu'on fait là? On sort la somme et la retenue, on la décale dans le temps. C'est-à-dire la retenue 0 va aller avec les 1, la retenue 1 va aller avec les 2. Ça, c'est l'addition la plus simple dans le temps. Alors, c'est parfait. Alors, comment est-ce qu'on démontre que ça additionne? Ben, c'est très simple. On regarde ce fil-là. Qu'est-ce qu'il vaut? 2R, c'est la sortie du registre. On regarde cette boîte-là. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle résout l'équation A plus B plus C égale S plus 2R. Donc, l'équation ici, ça devient A plus B plus 2R égale S plus 2R. Et là intervient monsieur Al-Khwarizmi, encore lui. C'est lui qui a inventé l'algèbre, pas seulement l'informatique, il a inventé l'algèbre. Et c'est lui qui a dit qu'on pouvait passer les termes d'un côté à l'autre du signe égal à condition de les changer de signe. Alors c'est encore lui qui nous sauve, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On dit 2R s'en va. Et donc l'équation de ça, c'est S égale A plus B. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai démontré que ce circuit calculait une addition sans rien savoir sur ce qu'il fait, sur comment il est fait. On n'a pas regardé les bits. Vous allez voir, ça empire après. La soustraction. Alors là, quand on regarde pourquoi ce circuit-là, dans lequel on met un registre Mickey ici et une négation sur B, pourquoi est-ce que ce circuit-là soustrait? Alors quand vous regardez dans les bouquins, il y a une telle explication, les bits sont comme ci, comme ça, comme ça. Vous allez voir qu'avec les deux ADIC, ça devient un jeu d'enfant, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ce fil-là, ici, c'est 1 plus 2R, puisque c'est un registre Mickey. Quelle est l'équation qui est résolue par ça? C'est A plus B plus C égale S plus 2R. Donc A plus non B plus 1 plus 2R égale S plus 2R. J'enlève les 2R. Maintenant, je me rappelle de mon inégalité, de mon égalité arithmético-logique, qui était B plus non B égale moins 1. Là, on est dans les calculs de l'école, du collège. B plus non B égale moins 1. Ça serait écrit non B plus 1 égale moins B, grâce à Al-Khwarizmi. Mais non B plus 1, c'est ce qui est marqué là. Donc ça s'écrit A moins B égale S, et S égale A moins B. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce circuit. Mais je sais qu'il n'a pas le choix. La seule chose qu'il peut faire, c'est de calculer la soustraction. Et la grande idée ici, c'est d'avoir oublié les bits. On ne sait plus comment les bits passent dans le circuit. On peut le savoir aussi, c'est très intéressant de le faire. Mais on travaille avec des nombres et tout devient trivial, au lieu d'être un peu flou. Alors, on peut faire autre chose. On peut faire, par exemple, une addition mixte. Alors, oui, pardon, j'ai oublié de dire quel est le code source de ce circuit. C'est S égale A plus B. Je ne veux pas savoir autre chose. J'aurais envie de dire à mon compilateur, S égale A plus B, dans le temps, tu te débrouilles. Alors, on peut faire autrement. On peut faire, j'ai déjà parlé d'échanges espace-temps beaucoup. On peut faire des espaces-temps chiadés. Et en voilà un qui est intéressant. On va faire en fait 2 bits par 2 bits dans l'espace. Et puis après, dans le temps. Donc, au lieu de mettre les bits un par un, on va les mettre 2 par 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bits pairs ici, 0 d'abord, 2 après. On met les bits pairs là, on sort la somme paire. La retenue paire, on l'envoie dans les bits impairs. Et la retenue impaire, on l'envoie dans les bits pairs, mais l'instant d'après. C'est complètement logique. Bon. Alors, on utilise pour ça un petit nouvel opérateur de ADIC, qui s'appelle le shuffle ou l'entrelacement. X entrelacé avec Y, et bien je prends X0, Y0, X1, Y1, etc. qui va faire un produit cartésien en fait de X et Y. Et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit que A,
ça vaut les bits pairs entrelacés avec les bits impairs. B, c'est les bits pairs entrelacés avec les bits impairs. S, c'est les bits pairs entrelacés avec les bits impairs. Et quelle est l'équation de ce circuit? S égale A plus B. Donc, encore une fois, j'ai envie d'écrire, ça ce serait un très beau sujet de thèse pour quelqu'un, voilà, S égale A plus B, 2 bits par 2 bits, tu me fabriques le machin, moi je veux rien savoir. La seule source dont on a besoin jusqu'à maintenant, c'est S égale A plus B. On veut faire une addition, pourquoi on a besoin de parler d'autre chose? Le reste, c'est des directives de compilation. Alors, cette idée d'avoir un source constant pour tous les échanges espace-temps, elle existe déjà un peu. On le verra à la fin avec, par exemple, le retiming, qui est une opération fondamentale d'optimisation des circuits, qui permet d'avoir des optimisations très fortes sans changer le source. Mais là, on la pousse beaucoup plus loin. Alors, voilà un autre additionneur rigolo, c'est l'additionneur stéréo. Ça, c'est une idée très marrante de Jean Vuillemin. C'est de dire, tout ce qu'on va faire, c'est doubler les registres. À chaque fois qu'il y a un registre, on en met 2. Alors là, il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait beaucoup, on fait ça pour tous les registres. Qu'est-ce qui se passe? En quoi on a changé le circuit? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est en fait 2 additions alternées. On va dire ici, j'ai 2 additions. J'ai des bits pairs et des bits impairs qui vont s'additionner, mais de façon complètement indépendante. Donc je dis que la sortie S, c'est l'entrelacement de S pair et de SI, et c'est égal... J'ai écrit une énorme bêtise. Que je vais corriger sur le champ. Je suis totalement désolé. J'étais un peu malade hier soir. C'est A plus... alors, vous inversez les signes. Désolé pour les internautes. Les slides sont corrigés. C'est AP plus... non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On fait le shuffle de 2 additions, c'est-à-dire je fais AP plus BP, shuffle AI plus BI. Là, j'ai écrit exactement ce qu'il ne fallait pas. Donc, ce que je fais, c'est une addition, j'alterne une addition canal gauche, une addition canal droit. C'est pour ça que j'ai dit ça, j'appelle ça stéréo. Je ne sais pas comment j'ai réussi à écrire cette formule, désolé. Donc, SP entrelacé SI égale AP plus BP entrelacé AI plus BI. D'accord? Alors, ça, c'est assez malin parce que pour ceux qui connaissent le retiming, dont on parlera après, c'est assez intéressant parce que le retiming ne peut pas changer le nombre de registres dans une boucle. Et souvent, on n'a pas assez de registres pour faire des retiming efficaces, mais comme ça, tac, brusquement, on se retrouve avec des registres en plus. Hein? Oui, ça fait du multitâche, oui, c'est ça. Le circuit est multitâche, exactement. Voilà, on peut le faire à 36, oui. Ouais, mais, oui, bien sûr. Alors, addition et soustraction dans le temps, donc je vais utiliser ces notations-là, triangle plus et triangle moins, pour ces circuits-là, d'accord? Simplement, ça va nous simplifier la vie. Alors, on va multiplier par 3. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier par 3? C'est pas compliqué, hein? Vous mettez un registre et un additionneur. Preuve, x plus 2x égale 3x. Ça va? On va diviser par 3. Ça, c'est plus compliqué. Divisé par 3. Y égale x sur 3, je dis. Pourquoi? Parce que y est égal à x moins 2y. Donc, y est égal à x sur 3. Encore une fois, ça ne vous dit rien sur ce qui se passe dans le circuit. Hein. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire x sur 2, puisqu'il n'y a pas un demi. Alors, bon, c'est bien. Alors, on peut faire des trucs beaucoup plus compliqués. On peut faire... Ah, voilà, je me demandais pourquoi j'avais plus d'animation. Voilà. Quasi inverse. Le quasi inverse. Alors, la division, c'est une opération infiniment plus compliquée que la multiplication. Les gens du Pentium s'en rappellent. Alors, on ne peut pas inverser n'importe quel nombre, puisqu'on ne peut pas inverser 2, mais on peut toujours inverser n'importe quoi qu'à la forme 1 sur 1 moins 2x. Et la division, c'est difficile. Ben non, parce qu'il suffit de faire une petite manipulation, encore une fois, d'école peu avancée, pour dire, on va écrire ça autrement. On va multiplier par 1 moins 2x, donc y moins 2xy égale 1, donc y égale 1 plus 2xy, et puis voilà le circuit. D'accord? 1 plus 2 fois, c'est ça, x fois y, c'est un multiplieur. Juste un petit problème, la multiplication, on ne l'a pas. La multiplication, on ne l'a pas. Ah! Je ne vais pas vous faire un circuit de multiplication comme ça, infini, hein? Mais il y a le théorème du début qui nous dit que la multiplication, c'est continu.
Quand vous voulez connaître un nombre de bits fixe de la sortie, vous avez besoin d'un nombre fixe de bits d'entrée. Donc c'est continu, donc c'est faisable par un circuit. Donc on verra lequel après. Hein. Donc la multiplication, on va la voir. Elle est contractante, donc elle est synchrone, mais elle est à mémoire infinie, et on va la voir tout à l'heure. Alors on peut faire bien pire, hein, c'est le dernier circuit que je vais vous montrer, c'est la racine carrée. Alors il se trouve que les nombres des racines carrées ici sont congrus à 1 modulo 8, et la racine carrée, ça paraît vraiment très très compliqué à calculer. Eh bien, voilà le circuit qui calcule la racine carrée. Alors, un registre Mickey, un registre normal, un soustracteur, un registre, un multiplieur qui élève au carré. En fait, voilà, ça va calculer la racine carrée. Alors là, la preuve, je pense, est absolument somptueuse et mérite d'être regardée dans les yeux, parce qu'elle ne va, encore une fois, ne rien nous dire du tout sur ce qui se passe. Mais elle est rigoureusement incontournable. Alors, allons-y. Y, c'est 1 plus 4Z. Le 1 plus vient du Mickey ici, et le 4Z parce qu'il y a 2 registres. D'accord? Je suis dans un anneau, j'élève au carré. Y2 égale 1 plus 8Z plus 7Z2. Ça va? Je n'ai pas le choix, hein, c'est juste comme ça, j'ai plus rien. Mais Z, c'est quoi? Z, c'est X moins 2Z2. C'est ce qui est marqué là. Je remplace Y2 égale 1 plus 8X moins 16Z2 plus 16Z2. 16Z2 s'en va, et il me reste Y2 égale 1 plus 8X. Magique. Alors, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé au niveau des bits. Là. Sur ce coup-là, je défie qui que ce soit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce circuit-là de façon simple. Mais c'est complètement vrai, on n'a pas le choix. Les maths, ça sert, même quand c'est de ce niveau-là, où les calculs qu'on fait sont des calculs de même pas de lycée. Hein. C'est magique. Alors, on va arrêter avec les circuits. Je pense qu'il y en a des tas d'autres à faire. Hein. Dans 8 mains, on a fait des tas d'autres, mais c'est juste pour vous montrer l'esprit que quand on oublie les bits pour passer au nombre, tout devient très très différent. Alors maintenant, il faudrait arriver à démontrer ce théorème que si une fonction est contractante, alors elle est faisable par un circuit. OK. Alors, si on se donne une fonction synchrone, je vais faire 2 définitions. Alors là, ça demande un petit peu de concentration. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande un peu de concentration. Alors, f.0, c'est le premier bit que sort par f pour n'importe quelle entrée 0. La fonction étant synchrone, quand vous lui donnez 0, le bit sort. Il ne dépend pas des bits d'après. Donc c'est f.0. Hein. F.0, c'est vous mettez 0, le bit qui sort. F.1, vous mettez 1, le bit qui sort. Si vous mettez un mot fini W, vous passez le mot W dans le circuit et vous regardez le dernier bit qui sort. Hein, vous mettez W, vous vous intéressez qu'au dernier coup, pof, vous récupérez le bit qui sort. Ça, c'est f.W. Bon, ça c'est facile, hein, on voit très bien ce que c'est. Alors, par contre, une notion un peu plus délicate, c'est le prédicteur. Le prédicteur, c'est quoi? Alors évidemment, on ne peut pas prédire le prochain bit qui va arriver, le prochain bit qui va sortir. Ce que j'aimerais, c'est prédire maintenant le bit qui sortira le coup d'après. Ça, je ne peux pas, puisque le bit du coup d'après, il va dépendre de l'entrée. Sauf si j'ai une machine de Moore, mais là, ce n'est pas une machine de Moore. Là. Donc, je ne peux pas prévoir le prochain bit. Par contre, ce que je peux faire, c'est prévoir ce qui va sortir dans l'hypothèse où le prochain bit vaut 0. Ça, c'est le prédicteur 0. Ou prévoir ce qui va sortir dans l'hypothèse où le prochain bit vaut 1. Ça, c'est le prédicteur 1. Voilà. Et puis, on va faire la même chose pour des mots. On va dire le prédicteur U. Eh bien, je prédis ce qui va se passer si la prochaine suite d'entrée, c'est U. Donc là, je ne triche pas. Je suppose que ma prochaine suite d'entrée est U, et je dis dans ce cas-là, c'est 1 ou 0 qui sort. Alors, cette notion-là, on va la faire vivre, parce qu'elle est un peu moins simple, mais voici. Voici comment on la fait vivre, et on va regarder ce que c'est que ces prédicteurs. Voici l'automate de x 3x, automate du diagramme d'état. Rappelez-vous que là-dedans, il y a 2 registres. Ça, c'est la multiplication par 3. Il y en a un là qui sert à faire 2 fois, et un là qui est la retenue. Regardons l'état de ces 2 registres. Au début, on démarre avec 0, 0 dans ces registres. Si je rentre un 0, bon, je sors un 0 et je laisse 0, 0 dans ces registres. Pas intéressant. Si je rentre un 1, ce registre-là s'attrape le 1 et la somme vaut 0.
la somme vaut 1, pardon, puisque ici, il passe le 1. La somme vaut 1. Quand je suis là, j'ai ce registre à 1 et ce registre à 0. Si je mets un 0, je vais sortir 1 dans la somme à cause de ce registre à 1, et le 0 va rentrer dans ce registre. D'accord? Et il n'y a pas de retenue, donc je reviens en 0, 0. Donc ça, vous pouvez faire ça pour tous les circuits. Partant de là, 1, 0, si je rentre un 1, je fais 1 plus 1, donc ça va faire 0 à la somme, et ça va faire une retenue là-dedans. Et donc je vais passer dans l'état 1, 1. Tous les circuits peuvent être analysés comme ça, bien sûr, on ne s'en prive pas. Et petit problème, on ne s'en prive pas, sauf que c'est exponentiel. C'est-à-dire que la taille de cette bête-là est exponentielle dans la taille de cette bête-là. Donc on ne le fait pas forcément. Hein, on fait ça de façon très astucieuse. Dans 2 ans, on verra ça, comment on fait avec des BDD et tout ça. Bon. Alors maintenant, ça va nous suffire pour regarder ce que c'est que les prédicteurs. Donc un prédicteur, on va faire le prédicteur 0. Donc le prédicteur 0, regardons, alors le prédicteur 0, déjà, il va avoir exactement le même support, c'est-à-dire l'automate va avoir exactement la même tête, il n'y a que les sorties qui vont changer. Regardons ce qui se passe ici. Pour cette flèche-là, je prends la même flèche dans l'entrée et je fais un tour de 0 de plus. Je rajoute un 0. Qu'est-ce qui sort? 0. Je prends ce 0, je le mets. Je prends cette flèche-là, je fais un 1, et je regarde ce qui se fait si je rajoute un 0. Si je rajoute un 0, je sors ce 1. Donc je prends pour cette flèche-là ce 1. D'accord? Pour cette flèche-là, ici, 0, 0. Donc je prends le 0 en haut. Pour cette flèche-là, 1, 0. Donc je prends ce 0-là. Donc je déplace en fait les sorties des fils 0 ici dans l'autre automate. Et puis voilà, et puis on pose, voilà, et toc, et toc. Et OK. Et donc là, on a notre prédicteur 0. Vous pouvez faire ça pour tous les prédicteurs. Alors, le point clair, c'est que, donc ça, c'est l'automate qui prend un coup d'avance, en supposant qu'il y a 0. Et donc, des prédicteurs comme ça, vous allez pouvoir en construire autant que vous voulez, pour tous les nombres. Si votre circuit est fini, eh bien ça, c'est un automate fini, de taille éventuellement 2 puissance n, et vous allez fabriquer des automates finis qui ont le même squelette, donc qui seront en nombre fini. Très bien, mais il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, là où c'est intéressant, c'est l'étape de décomposition. Donc, comment est-ce qu'on décompose une fonction? On va dire une fonction se décompose comme ça. Je vais mettre un multiplexeur, donc un aiguillage. Si x vaut 1, je prends ça. Si x vaut 0, je prends ça. Et à ras de cet aiguillage, je vais préparer les sorties. Et je sais que si x vaut 1, je sais que la sortie, ça doit être f.1, par définition, c'est comme ça que j'ai défini. Et si x vaut 0, ça doit être f.0. Donc je la mets dans un registre. Et pour nourrir ces registres pour les coups d'après, je mets ici le circuit du prédicteur. On prend la valeur en 1 et on nourrit le circuit par le prédicteur qui va justement fabriquer les valeurs pour les coups d'après. Ça s'écrit comme ça, f de x égale mux de x, f.1 plus 2f1 de x, ça c'est dire j'ai pris le prédicteur, c'est une entrée de registre, donc je multiplie par 2, f.0 plus 2f0 de x. Bien, donc décomposition, on prépare les sorties, c'est une tabulation de la fonction, mais c'est une tabulation dans le temps et dans l'espace. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est itérer ça. On va refaire le même boulot pour les prédicteurs, etc., jusqu'à l'infini. Donc on va avoir une grande table en forme d'arbre, dans laquelle, quand on prend un bit, qu'est-ce qui se passe? Quand, mettons, je rentre 1, la valeur f.1 sort, et partout, la table se décale d'un cran. En parallèle, il y a la moitié des bits qui tombent, mais ce bit-là, il ne sert plus à rien, puisqu'on sait que l'entrée, c'était 1, donc il disparaît. Donc à chaque instant, la table de vérité dans le temps et dans l'espace va se décaler d'un cran, la moitié des bits tombe, et l'autre moitié est prête pour l'instant suivant. Donc ça, c'est un circuit qui est infini, mais qui ne pose aucun problème, parce qu'entre deux registres, il n'y a jamais qu'un mux. Donc il n'y a aucun problème de vitesse, même si c'est un circuit, bon, si on savait le fabriquer, ce serait un circuit extrêmement rapide. Chemin critique, c'est un mux. Bon, et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un circuit qui coûte cher à l'exécution, puisque la moitié des bits disparaissent, et qu'on sait que faire disparaître des bits, c'est ça qui fait chauffer, en particulier. Bon, donc ça, c'est une forme normale.
infini pour toutes les fonctions. Alors, dans le cas où c'est en mémoire finie, on peut s'arranger, parce qu'on sait qu'il y a un nombre fini de prédicteurs, en considérant que lui, c'est le prédicteur du mot vide, ça revient exactement au même. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On peut les partager. On peut dire, cette fonction-là, c'est la même que celle-là, cette fonction-là, c'est la même que ces trois-là. Donc, en disant, on sait qu'il n'y a qu'un nombre fini de prédicteurs, donc des branches distinctes, il n'y en a pas tant que ça, donc on peut reboucler le circuit. C'est tout à fait légal de reboucler le circuit. Et donc, on peut construire une forme normale finie, qui est une forme normale, unique, une forme normale finie pour n'importe quelle fonction finie, comme ça. Cette forme normale, elle a des tas de propriétés, je n'ai pas le temps de les passer en revue, mais elle a juste un petit défaut, c'est qu'elle peut être gigantesque. Elle peut être de taille 2 puissance n, et je ne me rappelle plus de l'exemple, j'ai dans un coin d'une machine, mais je ne l'ai pas retrouvé. Ça peut être absolument gigantesque. Mais des fois, c'est très petit, comme tous ces trucs-là de forme normale, ça a des tas de propriétés. Donc c'est très intéressant de voir que c'est la même chose d'être contractant ou d'être réalisable par un circuit synchrone. Alors on peut aussi jouer différemment. Au lieu de mettre cette forme normale en arbre, on peut la mettre en long. On peut dire c'est un deux-adique. Et là, on va faire quelque chose de très rigolo. On va dire, au lieu de mettre mes bits dans un grand arbre, on va linéariser cet arbre. Donc je vais mettre F0, F1, ensuite F00, F01, F10, F11, F000, F001, F, etc. On va mettre tous les bits de cette forme normale en long. Et ça, c'est un nombre deux-adique, puisque c'est en long. Alors, ça s'écrit comme ça, F0 plus 2F1 plus 4 fois trace de F0, shuffle trace de F1. Vous pouvez vérifier ça. Et alors là, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir que l'application d'une trace à un argument x est continue. Ça veut dire que si vous voulez appliquer une fonction à un argument, mettons à 0,01, vous avez juste à attendre dans la trace, vous laissez passer la trace, vous comptez, puis quand vous tombez sur la bonne valeur, vous dites, bon, c'est ça. Alors ça pose des questions, c'est est-ce qu'on peut faire un modèle du lambda calcul avec tout ça? Ce n'est pas complètement simple, parce que Baron-Recht a démontré un théorème qui dit qu'un modèle de lambda calcul ne peut pas être compact, mais en fait, si on prend des dualités partielles, c'est-à-dire finies ou infinies, on devrait pouvoir. Une autre chose, un autre théorème que j'avais déjà montré ici, mais qui est tout à fait merveilleux, c'est on pourrait considérer que cette suite de bits, qui est la table de vérité dans le temps et de l'espace d'une fonction calculée par un circuit, cette suite de bits, on peut l'écrire sous la forme d'une série formelle, un polynôme infini, en Zn. Vous l'écrivez sigma de trace de Fn, Zn. Donc les bits, au lieu de les mettre en long, vous leur mettez rien, Z, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Et alors là, il y a un gros théorème dont je ne me rappelle plus l'auteur exactement, qui dit la chose suivante, ça c'est des théorèmes durs de maths, qui dit la chose suivante, une fonction a une mémoire finie si et seulement si la série formelle qui définit sa trace est algébrique, c'est-à-dire solution d'une équation polynomiale dans le corps Z sur 2Z. Et ça, c'est des choses très intéressantes. Villemin a pas mal bossé là-dessus, sur essayer de comprendre quel est le rapport entre la complexité du circuit et le degré du polynôme dont la trace de la fonction est solution. Bon. Alors, un autre théorème que j'avais déjà mentionné ici, qui est tout à fait dément, le théorème de van der Porten, qui dit la chose suivante. Si vous prenez la trace de la fonction, vous prenez un circuit fini, vous calculez tous ces F0, tous les bits qui sortent, vous les rangez comme ça, exactement suivant cette procédure. Vous calculez la trace de la fonction. Et maintenant, vous faites une opération baroque, vous mettez 0, et vous considérez ça comme un nombre réel. 0,1001, mais cette fois-ci, au lieu de le regarder poids faible d'abord, vous le regardez poids fort d'abord. Truc très bizarre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce nombre-là est soit rationnel, soit transcendant. Et c'est la meilleure méthode qu'on connaisse pour fabriquer des nombres transcendants. Donc, j'en avais déjà parlé. Si vous regardez le cours 5 de mon cours 2010, un système fini, vous verrez qu'en pliant des papiers, on peut fabriquer des nombres transcendants et des choses comme ça. Donc, ça fait appel à des tas de maths. On sort un peu des circuits, mais il y a ce très très beau papier sur les séquences automatiques de Jean-Paul Alouche et Geoffrey Chalit. Vous voyez, les circuits, c'est relié à un monde quand même extrêmement vaste. Mais on n'a parlé que des fonctions synchrones, on n'a pas parlé des fonctions continues. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec des fonctions continues? La réponse est oui. Et c'est là que c'est intéressant si quelqu'un veut se lancer dans le lambda calcul de Hadik.
c'est oui, on peut faire des fonctions continues, mais à condition de jouer avec le temps, à condition de dilater le temps. Une fonction continue, c'est une fonction dans laquelle il va falloir attendre plus de données. Maintenant, il va falloir attendre 12 données pour sortir 3 bits. Un circuit synchrone, ça sort 12 bits quand on lui donne 12 bits. Là, il va falloir, donc il va falloir voler le temps. Comment est-ce qu'on fait pour voler le temps? Plusieurs façons, mais voilà une des très classiques en circuit, qui est de coder une valeur non pas sur un fil, mais sur 2 fils. Et pour ceux qui connaissent le langage lustre, dont nous reparlerons, ça s'appelle les horloges de lustre aussi, c'est la même chose. Donc j'ai un fil qui va porter la valeur, et j'ai un fil qui va porter un bit qui dit si cette valeur est bonne ou inintéressante. Faut-il considérer cette valeur ou pas? Et à ce moment-là, par exemple, cette valeur-là, je ne la prends pas, celle-là, je la prends, celle-là, je la prends. Donc ce que j'ai fabriqué là, c'est un temps irrégulier, j'ai ralenti le temps. Et en ralentissant le temps, par une construction analogue à la construction SDD que je vous ai montrée, en ralentissant le temps, on peut montrer que toutes les fonctions continues sont effectivement calculables par des circuits, à condition que ces circuits, par des circuits avec validité, avec enable, comme on dit en anglais, et dans ce cas-là, toutes les fonctions continues de 2z sur 2z sont calculables par des circuits. Il reste beaucoup de travail à faire sur les fonctions continues. Il y en a beaucoup qui est fait dans les langages synchrones. Il reste beaucoup de travail à faire. Par exemple, l'application, je parlais de l'application d'une trace à un argument, et c'est une fonction continue qu'il faut absolument traiter comme ça. Ce n'est pas simple et c'est rigolo. Bien, donc je vais terminer là ceci. Avant de passer la parole à Olivier Temam, j'aurais une chose à faire, c'est de vous montrer le retiming, parce que et lui et Jordi Cortadella, dans ses cours sur les circuits asynchrones et les circuits élastiques, en auront besoin. Donc, conclusion, merci à Jean. Les 2 a dit que c'est le bon modèle des circuits synchrones arithmétiques. Alors, j'ai mis seulement parce que quand on n'est pas dans les circuits arithmétiques, les choses du genre les automates de contrôle et tout, ça devient moins intéressant. La distance 2 a dit que la continuité et le synchronisme sont des notions absolument fondamentales qui ne servent pas qu'à ça. Mais cette notion de distance des chaînes d'infini en 1 sur 2 puissance n, elle est vraiment fondamentale. La structure de l'espace des prédicteurs, il y a beaucoup de boulot pour ceux qu'intéresse cette chose. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur les circuits en regardant cette structure. Et la relation fonction continue circuit synchrone à validité est encore largement à étudier, et en particulier la relation avec l'onde calcul. Mais ce serait assez rigolo d'avoir un modèle circuit de l'onde calcul, ce qu'on n'a pas encore. Bien. Alors, avant de passer à quelques questions, je voulais juste vous montrer quelque chose de très important que je n'ai pas eu le temps de vous montrer la dernière fois, qui est un échange d'espace-temps fondamental dans les circuits qui s'appelle le retiming. Je ne sais pas si ça a un nom en français. On dit toujours retiming. Resynchronisation, ouais, mais c'est lourd, c'est trop long. Bon, retiming. L'idée est extrêmement simple. C'est quand vous prenez un circuit combinatoire, comme l'addition, si vous mettez 2 registres derrière, c'est équivalent à mettre 3 registres devant. Alors, pour l'addition, c'est évident parce que ça dit simplement que S plus 2R' est égal à 2 fois A plus B plus C. Ça, dans les 2 cas, c'est vrai. Bon, c'est vrai en fait, et là, c'est S plus 2R' égale 2A plus 2B plus 2C, donc évidemment, c'est la même chose. C'est vrai pour toute fonction f telle que f de 0 est égal à 0. C'est-à-dire dès que vous avez des zéros sur les fils d'entrée, si les registres sont initialisés à 0, c'est vrai. Et ça va se trouver tout le temps. Et ça va nous servir d'accélérateur fantastique pour énormément de circuits. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que ça permet de couper les chemins critiques. Prenons l'additionneur, on n'est plus dans la 2 adic, là je suis dans le fini. Prenons l'additionneur normal. Et cet additionneur normal a un chemin critique très long qui fait chemin de longueur 3. Alors, on va faire quoi? On va le ralentir. On va mettre de la latence, c'est-à-dire, on va dire, le premier cycle ne sert à rien, il ne va pas faire d'addition. OK? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette propriété de commutation. Bon, ça calcule 2S si vous faites des 2 adic. Vous prenez ces registres-là et hop, vous les faites passer là. Et qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? On a coupé le chemin. Ah, paf, il est coupé là le chemin, donc il est plus court, donc le circuit va plus vite. On recommence, on remet de la latence. Donc on remet un coup de délai, c'est-à-dire que le circuit, pendant 2 coups, il ne va rien faire en fait. Il va sortir que des zéros. Et on prend ces registres-là et hop, on les met là. Et donc qu'est-ce qu'on obtient après?
on obtient un circuit qui est équivalent au circuit de base. Et le circuit de base, ça perd 2 coups d'abord, et puis ça fait plein d'additions à la suite après. Et ce circuit, il a la même vitesse qu'un additionneur simple. Il va aussi vite qu'un additionneur simple. Donc on a accéléré la vitesse du circuit par 3, mais on a rajouté 2 crans de latence. Alors, l'inventeur de cette méthode s'appelle Henry Ford. C'est la méthode de la chaîne de montage dans les usines, la méthode du pipeline. Et ça, c'est absolument fondamental dans toutes les optimisations. Et vous voyez, par exemple, si vous avez une boucle, en déplaçant vos registres, vous n'allez jamais pouvoir changer le nombre de registres sur la boucle, évidemment. Ça, c'est une constante. Et par contre, si vous passez en stéréo, crac, vous rajoutez des registres et vous pouvez rendre votre circuit plus rapide en le rendant stéréo. C'est assez rigolo. Bon, donc ça rappelez-vous-en, c'est tout bête. Hein, c'est simplement mettre des registres qui vont faire de la latence, c'est-à-dire ça fait un délai, et puis mettre ces registres à l'intérieur, les bouger, jouer au pouce-pouce avec pour couper les chemins critiques. Et vous le voyez, ces histoires de mettre des barrières de mémoire, vous le voyez sur les télévisions modernes. Moi, j'ai une télévision, par exemple, qui a un modèle d'une marque hollandaise dont je tairai le nom, qui est de très grande qualité, mais le temps qui est entre si je regarde une télé standard et cette télé-là, elle prend, je pense, plus d'une demi-seconde de retard. Justement, parce qu'elle fait des très gros traitements. Une télé, ça fait plus d'1 téra opération par seconde. Hein. C'est énorme. Et il va y avoir ces histoires, vous voyez, tac, tac, cette étape coupée en morceaux de la chaîne de montage. Voilà. Donc je voulais simplement, avec une grosse faute dans la transparence, je suis désolé, vous montrer les nombres de Hadik, pourquoi c'est pertinent pour les circuits, pourquoi c'est vraiment rigolo, original, et pourquoi je pense que ça mériterait d'être bien plus connu. Et merci à Jean Wim.